combattant doté d'une combinaison ultra sophistiquée, intégrant un exosquelette et coiffé d'un casque à réalité augmentée. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais peut-être de la physionomie du combattant du futur. Réalité augmentée, intelligence artificielle, hyperconnectivité, robotique, l'explosion de nouvelles technologies ne cesse de révolutionner l'équipement du soldat et la manière dont il se déplace, décide et communique. Alors à quoi ressemblera le combattant dans une dizaine d'années? S'oriente-t-on vers un champ de bataille 4.0, peuplé de soldats augmentés et de robots militaires autonomes? Pour préparer nos armées aux défis de demain, la loi de programmation militaire 2019-2025 a fait de l'innovation une priorité, passant de 730 millions d'euros en 2018 à 1 milliard d'euros dès 2022. Le Journal de la Défense vous propose de découvrir ces innovations qui équiperont le combattant du futur. Les conflits d'aujourd'hui sont en perpétuelle évolution. Au Sahel comme au Levant, nos forces ne mènent plus des guerres conventionnelles. Anticiper les nouveaux besoins est donc une nécessité opérationnelle et stratégique. Mais à quoi ressembleront les conflits de demain? Pour répondre à cette question, direction l'état-major des armées à Paris, où nous retrouvons l'un des hauts responsables de la préparation des capacités militaires de demain. Aucune guerre ne ressemble aux guerres que l'on a connues. Et tout le travail que l'on fait aujourd'hui dans les armées, c'est de se préparer à l'ensemble des possibles et donc d'avoir une très grande agilité pour faire face à tous ces scénarios. On doit apporter aux combattants, qu'ils soient soldats, marins, aviateurs, tous les éléments qui lui permettront de conserver l'initiative et de gagner demain une bataille qui va être très difficile. Donc la technologie est un outil que l'on essaye d'apprivoiser au mieux et d'adapter à ce combattant aux conditions dans lesquelles il va l'employer. Pour offrir les meilleurs outils à nos forces, l'état-major des armées travaille étroitement avec la Direction générale de l'armement. Une collaboration qui vient de connaître une nouvelle impulsion. Depuis la parution de l'instruction ministérielle sur la conduite des opérations d'armement, nous avons un fonctionnement beaucoup plus intégré entre la Direction générale de l'armement et l'état-major des armées, puisque désormais nous prenons une approche globale pour préparer les systèmes futurs à l'échelle des capacités. Par exemple, le combat aéroterrestre, plutôt que programme par programme. Est-ce que jusque-là c'est clair ? Nous disposons désormais d'un lieu dédié, ici même à Balard, donc un plateau de travail collaboratif qui nous permet de rapprocher vraiment les deux entités. Alors on essaie d'analyser toutes les évolutions technologiques dans le civil et on mène un certain nombre d'études amont pour vraiment favoriser la montée en maturité des différentes technologies, ce qui nous permet de vraiment bien les connaître. Cette approche globale nous permet d'ouvrir le champ des possibles, d'intégrer les innovations au plus tôt et puis aussi de trouver des solutions plus optimisées pour la définition des systèmes. Le tout est basé sur des modélisations, des simulations, sur la base également de scénarios opérationnels de missions. Dans l'exemple du fantassin, tout ce travail va nous permettre par exemple de voir comment intégrer au mieux les robots au sein des différents échelons hiérarchiques. Donc, quel robot de tel type et en quelle quantité il faudra placer au sein des groupes, des sections, des compagnies. Et puis, ça permettra également d'analyser comment le fantassin du futur pourra être intégré au sein de la force aéroterrestre pour se coordonner au mieux avec les véhicules et avec les robots. Face à la réalité des conflits et à l'urgence opérationnelle, l'armée de terre renouvelle régulièrement les capacités de ses forces. Baptisé Scorpion, son programme de modernisation vise à accélérer l'arrivée de nouveaux équipements embarquant les dernières innovations technologiques. Des outils plus performants, offrant une meilleure protection aux fantassins. Un temps débarqué ressemble avant tout à un homme auquel on aura amélioré les performances en termes d'agression, donc avec un fusil qui tirera plus juste, qui acquérera plus facilement les cibles, aussi bien de jour que de nuit, notamment grâce à la fusion de capteurs de données. On va faire évoluer sa protection avec une protection balistique plus performante, plus légère,
de façon à ce que sa mobilité, elle également, soit accrue, de façon à lui permettre d'être plus agile sur le champ de bataille. On va également augmenter sa connectivité, de façon à ce qu'il soit plus au fait de son environnement, situation amie, situation ennemie, et l'appréhension également de l'environnement physique qui sera autour de lui. Et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution technologique, on va implémenter de plus en plus d'évolutions en intégrant plus d'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, une radio ultra portative, et puis lui adjoindre de la robotique, aussi bien robotique au sol que robotique près du sol. Je suis en train de vérifier la caméra d'hydrogène, voir si elle est bien serrée. Vous allez sur la direction, ouais. Peut-être se mettre dans cette direction. Tu vas vers nous. Okay, bon. Pour sa mobilité également, on va lui adjoindre un exosquelette de façon à ce qu'il puisse porter des charges lourdes dans la durée en limitant ses efforts physiques. Innover et imaginer le combattant du futur. C'est la mission de l'Agence de l'innovation de défense. Cette agence oriente et coordonne les projets les plus ambitieux. Le combattant du futur, en fait, c'est d'abord quelqu'un qui est connecté, évidemment, qui est mieux équipé. Donc, on va travailler sur les textiles fonctionnalisés, par exemple. Ça veut dire des combinaisons qui sont capables de décontaminer ou qui sont capables d'auto-réparer des blessures superficielles. On va travailler sur les capteurs qu'il va porter. On travaille, par exemple, sur des projets qui ont pour but de conférer des capacités de vision nocturne améliorées en couleur. On travaille également à regarder ce qui se fait dans le monde de l'optique, avec des lentilles de contact, par exemple. Et ça sera un combattant qui sera protégé. Et donc, nous avons plusieurs innovations en cours aujourd'hui, par exemple, sur la protection par rapport au bruit traumatisant ou la protection par rapport au choc, qui sont en cours de test et d'analyse par l'agence. Mais également dans sa mobilité, il sera assisté peut-être par un exosquelette, il sera assisté dans une bulle par des robots. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter simplement à son équipement. C'est-à-dire que le combattant du futur, il va être mieux formé, mieux entraîné. Donc on travaille aussi sur toutes les stratégies permettant d'optimiser la formation et l'entraînement par l'intelligence artificielle, par la réalité virtuelle, par la réalité augmentée, par exemple. Et puis, on travaille aussi sur sa physiologie, parce qu'il y a des études que nous sommes en train de soutenir sur l'adaptation physiologique dans des milieux extrêmement contraignants, extrêmement difficiles, et sur lesquels il y a aussi des innovations à trouver. Et puis, ça sera sans doute aussi l'homme réparé, c'est-à-dire des capacités qu'il va emporter avec lui sur le théâtre des opérations et qui lui permettront, par exemple, de guérir d'une brûlure, de guérir d'une blessure, parce qu'on aura autour de lui une bulle de protection qui sera embarquée. Donc, on est quand même assez loin de l'idée du Robocop, et on est certainement très loin des idées anxiogènes qui sont aujourd'hui présentes dans la littérature. Parmi les projets phares soutenus par l'Agence de l'innovation de défense, une imprimante 3D capable de reconstruire le derme et l'épiderme des grands brûlés. Baptisé Blockprint, ce concept est développé par un laboratoire civil et financé par la Direction générale de l'armement et le service de santé des armées. Cette nouvelle approche permettrait de traiter en un temps record les brûlures de la peau par impression 3D. Ce robot fonctionne avec deux têtes. La première tête va scanner la zone brûlée, va regarder le relief, la taille de la zone à traiter. Pendant ce temps, un prélèvement d'une biopsie est fait chez le patient. Ce prélèvement est broyé et les microfragments sont mélangés avec une bioencre. La deuxième tête du robot va imprimer cette bioencre cellularisée sur la zone à traiter. Deux atouts majeurs dans ce procédé. D'abord, c'est le délai. Avec la technique classique, le traitement par les feuillets épidermiques, entre le prélèvement et les premières greffes, il se passe 21 jours. Et là, donc, on voit que le robot travaille dès les premières interventions chez le grand brûlé. Et le deuxième grand atout, c'est le fait de pouvoir recréer à la fois le derme, qui est la résistance, l'élasticité de la peau, et l'épiderme, qui est la barrière cutanée, alors qu'avec les feuillets épidermiques, on ne fait que cette barrière cutanée extérieure. Encore au stade de l'expérimentation, les premiers résultats sont très prometteurs. Un essai chez l'homme pourrait se concrétiser dès 2021.
Prochaine étape pour cette bioimpression 3D, la greffe d'organes. Un enjeu de taille. En 2019, 8000 patients restent dans l'attente d'une greffe. Sauver des vies, mais aussi favoriser la prise de décision du combattant. C'est le défi relevé par FAST, acronyme de Fantassin Augmenté Sécurisé Tactique. Ce casque, doté de réalité augmentée, permet d'avoir directement dans son champ de vision et en temps réel des informations sur son environnement. Il est doté de 3 innovations majeures. La première, c'est l'affichage sur des écrans stéréoscopiques binoculaires qui permet d'afficher des informations à différentes distances. Ainsi, un point d'intérêt qui est à plus de 100 mètres, par exemple, va être affiché à l'infini. La deuxième innovation porte sur la notion de communication. Le système permet de communiquer de manière sécurisée au système informatisé. Ce qui permet également à chaque fantassin de savoir où il est et où sont ses collègues, ce qui évite les tirs fratricides. Et enfin, chaque fantassin peut enrichir lui-même cette situation tactique, un peu comme les applications sur smartphone qui permettent d'optimiser la navigation en fonction du trafic. Chacun va pouvoir mettre des unités qu'il a vues, des ennemis, des objets à éviter, des zones sécurisées, de telle manière à pouvoir partager et enrichir cette situation de manière collaborative et en temps réel. Et enfin, la troisième innovation porte sur le poste de commandement qui accède à l'intégralité de ces données, peut également rajouter de l'information en temps réel sous forme d'hologramme, facile à comprendre pour tous les fantassins sur le terrain. Et également, le poste de commandement peut accéder au flux vidéo des caméras qui sont déjà sur les casques. Intéressant tout particulièrement les forces spéciales, cette innovation pourrait les équiper d'ici à 2030. Augmenter les capacités stratégiques des combattants, mais aussi mieux les protéger et les sécuriser. Bonjour Nicolas, ça va bien? C'est l'objectif du projet Air Shock Absorber, un gilet balistique qui permet d'amortir l'impact des balles ennemies grâce à un système ingénieux. Pour ce qui est du niveau de protection balistique, les combattants veulent quelque chose qui protège. Et donc forcément, ils veulent que quand un projectile arrive sur la protection, le projectile soit arrêté. C'est un peu ce qu'on voit dans les films américains où les gens sont tirés dessus. Ils tombent, ils s'évanouissent, ils ont des gros bleus, etc. Mais ils ne meurent pas parce qu'ils ont la protection. Nous, ce qu'on aimerait, c'est justement diminuer ces effets à l'arrière de la protection tout en protégeant le combattant. L'intérêt de la solution donc Air Shock Absorber développée par X-Protect, c'est d'apporter donc un système d'amortissement à l'arrière de la protection. Parce qu'effectivement, pour diminuer ces effets arrière, la première chose auquel on pense, c'est d'éloigner la protection du corps humain. Et à ce moment-là, effectivement, il y a moins d'effets sur le corps lors de l'impact. Alors que là, on arrive à apporter un élément supplémentaire qui est un élément d'amortissement lors de l'impact. L'atout, c'est de diminuer les lésions donc observées à l'arrière de la protection balistique, mais c'est également de pouvoir diminuer le poids de la protection balistique. Et donc, si on a un amortisseur spécifique pour lequel on a réussi en fait à contenir le poids, on va pouvoir diminuer donc la quantité de protection balistique qui sont eux relativement lourds. Ultra léger, ce gilet balistique de nouvelle génération est constitué de coussins d'air. L'intérêt d'utiliser l'air pour absorber un choc, c'est que vous générez une déformation. Il y a une équation à résoudre qui est que l'énergie arrive. Pour dissiper une énergie, on n'a pas d'autre solution que de déformer une matière. Et l'air a, pour cette problématique-là, été la plus adaptée. Donc en gros, on avait aujourd'hui une mousse qui permettait d'écarter. On est bien d'accord que cette mousse n'a aucun pouvoir à se déformer. Alors que si on utilise l'air, et particulièrement de notre technologie qui est de cloisonner l'air dans des compartiments, de façon à ce que lorsqu'on va appuyer doucement, l'air va pouvoir circuler, mais dès qu'on a un choc violent, on absorbe. On a dans ce cas-là l'avantage d'avoir à la fois la gestion de la déformation grâce à la pression,
Ça, c'était une des premières problématiques. Et du coup, on a une vraie déformation qui est organisée, gérée par le volume d'air dans chaque bulle, par l'aptitude à la déplacer d'une bulle à l'autre grâce à ces canaux. Et de là, on observe qu'on absorbe d'une manière plus ou moins forte, selon comment on adapte ces réglages-là, l'énergie que la balle va amener lors de son impact dans le gilet pare-balles. Au-delà de l'équipement du combattant, d'autres projets basés sur de l'intelligence artificielle veulent repenser la relation entre l'homme et la machine. C'est l'exemple d'Aspic, qui s'inscrit dans le projet Man-Machine Teaming, confié par la Direction Générale de l'Armement à Dassault Aviation et à Thales. Objectif, aider un pilote dans sa prise de décision. Aujourd'hui, il faut voir que les missions sont de plus en plus longues, de plus en plus complexes. L'objectif principal, c'est aujourd'hui pour les différents avions, c'est de voir plus loin, de s'échanger davantage de données, donc d'être de plus en plus connectés, ce qui fait qu'on a des flux d'informations qui arrivent dans tous les sens pour le pilote. Et lui, on va lui demander en plus de prendre des décisions de plus en plus rapidement. Donc pour cela, on voit bien que finalement les technologies comme l'IA vont être nécessaires dans le futur parce que ces technologies-là vont permettre de digérer la donnée beaucoup plus rapidement, de fournir des premiers éléments au pilote pour l'aider dans sa prise de décision. Et le pilote va pouvoir, lui, se concentrer davantage sur les aspects tactiques de la mission, l'anticipation, l'analyse et la prise de la décision. Notre objectif, c'est que la machine fournisse des éléments pour aider le pilote dans la gestion de sa mission, mais la prise de décision, ce sera toujours le pilote qui la prendra. Dans le cadre du projet Aspic, Dassault Aviation arrive avec un besoin, avec une problématique technologique, et Craft AI fournit des solutions pour répondre à ce besoin. Donc nous, on arrive, on explique le contexte, le cas d'application, l'usage, et ensuite on va co-développer cet environnement, on va aider Craft AI à récolter des données, et c'est Craft AI qui travaille sur l'algorithme et sur la solution technologique qu'on veut mettre en place. Ouais, c'est pour communiquer. Mais c'est vous qui l'avez construit ? Jeune start-up, Craft AI apporte son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle pour programmer le système. L'intelligence artificielle, il faut voir ça comme une formidable boîte à outils de solutions et de technologies qui permettent de répondre à des problèmes complexes tels que l'analyse vidéo, l'analyse d'image, l'analyse audio ou, comme dans ce cas, l'aide à la prise de décision. L'IA, aujourd'hui, elle peut résoudre plein de problèmes différents, comme ceux que je viens de citer, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour mettre de l'IA en production et faire en sorte qu'elle soit déployée dans des systèmes complexes. Et on va pouvoir finalement mettre notre caméra. Aujourd'hui, on utilise un simulateur de mission de type RR qui va nous permettre de générer de la donnée sur différents scénarios. Une fois que ces données vont être générées, on va pouvoir créer des modèles qui vont modéliser le comportement, l'utilisation de l'interface on-machine du pilote, de l'utilisateur. Une fois ces modèles générés, on va pouvoir intégrer ces modèles au simulateur et faire en sorte que ces modèles recommandent en temps réel les bonnes pratiques à avoir au cours de la mission. Intelligence artificielle, réalité augmentée, impression 3D. Toutes ces innovations technologiques traduisent la volonté de limiter l'engagement direct des soldats et donc de réduire les pertes humaines sur le champ de bataille. Petit à petit, les conflits changent de visage. À l'avenir, dans certaines situations, l'homme sera amené à s'appuyer sur l'utilisation de robots pour l'aider dans des missions de plus en plus délicates où l'hyperconnectivité et la réactivité priment. Mais l'utilisation de machines pilotées par l'intelligence artificielle et capables d'ouvrir le feu soulève de nombreuses questions éthiques. La France a tranché. Pas question de développer des robots qui agiraient de façon pleinement autonome et échapperaient à tout contrôle humain. Terminator ne défilera pas au 14 juillet. La France a des valeurs. La France respecte ses engagements internationaux. Et la France sera fidèle à cette marque de fabrique. Nous choisissons en effet la voie de la responsabilité, celle de protéger à la fois nos valeurs et nos concitoyens, tout en embrassant les opportunités fabuleuses qui sont offertes par l'intelligence artificielle. Ces progrès technologiques doivent rester au service des combattants. Ce développement technologique en vient à créer des systèmes d'armes autonomes
donc des robots soldats. Ce robot, il ne faudrait pas qu'il agisse seul, mais il faudrait qu'il agisse en accompagnement de soldats humains, que ce soit comme un blindé qui est là en appui, il est au sein d'une unité de soldats humains qui combat, et puis c'est un appui supplémentaire. On voit partout, la machine est fiable et puis elle obéit toujours. Le vrai problème, c'est qu'elle ne désobéit jamais. L'homme, lui, encore une fois, il est capable de discernement émotionnel, il est capable de prendre une décision par lui-même, en prenant en compte son contexte et en prenant en compte son vécu, son expérience, son ressenti de la situation, et parfois son instinct également, qui a une part quand même assez importante au combat. Et il est capable, c'est presque paradoxal ce que je vais dire, mais il est capable de désobéir, et c'est là la différence première avec la machine, et c'est peut-être là la plus grande force de l'être humain. Le combattant du futur, bien sûr, il sera équipé d'énormément de technologies. On l'est déjà. Nos pilotes dans les Tigres et dans les Caïmans aujourd'hui ont de la réalité augmentée devant les yeux, puisque sur la visière, ils ont des éléments qui s'affichent en surimpression de leur vision du terrain normal. On est déjà dans un cadre où nos combattants utilisent énormément de technologies. Mais je suis persuadé que, en tout cas dans l'armée française, l'homme va rester au centre du combat. Et c'est vraiment l'homme qui décidera, depuis la réflexion tactique jusqu'à la réflexion sur le terrain, jusqu'à la dernière décision d'ouverture du feu. Donc il faut vraiment qu'on garde à l'esprit cette place de l'être humain au cœur du champ de bataille, au cœur du combat, et qu'on garde à l'esprit la nécessité des forces morales, et donc de l'action du collectif, de la cohésion d'une unité, qui est la condition de la victoire. En fait. On pourra avoir tous les outils technologiques que l'on veut, si on n'a pas la force humaine et les forces morales qui vont avec, on ne pourra jamais vaincre. L'homme restera au cœur du combat. C'est fondamental, en fait, c'est l'essence même de la guerre. La guerre entre robots n'a pas de sens. La guerre, c'est l'extrémité, c'est la dernière solution quand un État n'arrive plus, par la diplomatie, à résoudre une difficulté, un problème. Donc la guerre est grave, elle doit le rester. Et étant grave, elle met en jeu la vie des hommes. On l'a vu, le combat sera humain. Et il y a un travail très important qui va être réalisé, qui continuera d'être réalisé. C'est la préparation du combattant. Sa préparation physique, mais aussi sa préparation mentale. C'est quelqu'un qui doit porter des valeurs très fortes et également des notions d'éthique très importantes pour mener l'action de la République et de la France sur des théâtres d'opération extrêmement complexes. Pour faire face aux questions soulevées par les révolutions technologiques qui émergent chaque jour, la ministre des Armées a annoncé la création d'un comité d'éthique sur les questions de défense. La France sera ainsi la première grande puissance militaire à mettre en place une structure de réflexion permanente sur ces enjeux et se placera ainsi à la pointe de la réflexion au niveau international.